bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Cinémathèque française dans le cadre de ce cycle consacré au cinéma d'espionnage qui fait écho à l'exposition Top Secret que vous pouvez visiter jusqu'au mois de mai. Je vous rappelle qu'à l'issue de cette projection de Cuban Network, Olivier Assayas, le réalisateur du film, viendra pour un dialogue qui sera animé par Mathieu Orléans qui est l'un des deux commissaires de l'exposition. Et j'en profite aussi pour vous rappeler qu'à l'issue du dialogue, donc à l'issue de cette séance, sur la mezzanine, à la librairie, vers 18h, il y aura une signature, entre autres du catalogue de l'exposition. Olivier Assayas y a participé, donc je l'ai dans la main. Et donc vous pourrez également échanger avec lui à cette occasion. Et demain, dans le cadre de ce week-end spécial Olivier Assayas a choisi pour sa carte blanche de venir parler autour du piège de The Macintosh Man de John Huston. Voilà, donc demain, séance à 14h30. Bonne projection. Bonjour tout le monde. Est-ce que ça marche? Vous m'entendez? Donc, bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus, d'être restés. Je suis vraiment ravi d'avoir avec moi ici le réalisateur du film, Olivier Assayas, avec qui on va s'entretenir ici pour parler du film, peut-être dépasser un petit peu le film, parce que comme vous l'avez su, comme vous le savez, le film est inscrit à l'intérieur d'une rétrospective de films d'espionnage qui elle-même est connectée à une exposition dont je suis le co-commissaire ici au 5e étage. Donc il y a peut-être aussi des parallèles à trouver avec éventuellement d'autres films. Olivier revient d'ailleurs demain parler du film The Macintosh Man de Huston. Donc c'est vraiment dans une continuité que tout ça se fait. Et je vous laisserai évidemment la parole éventuellement si vous avez envie de poser des questions. Vous venez de voir le film et il y a des choses qui vous ont peut-être suscité des questionnements. C'est un film évidemment assez complexe. On y reviendra comme beaucoup de films d'espionnage avec beaucoup de strates de dualité de personnages. Pour venir peut-être sur des choses plus simples avant d'entrer dans le fond du sujet, dans la matière même du film, c'est vrai que ce film, donc pour le remettre un petit peu dans le contexte, est sorti, montré d'abord à la Mostra de Venise, c'est ça en 2019, donc c'est un film très 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 récent. Il apparaît dans ta carrière à un moment donné où tu viens de faire deux films plutôt dans des genres très différents mais très parisiens. À la différence de ce film qui, par son sujet, par les lieux de tournage, par les acteurs, on y reviendra aussi à cette dimension très internationale qui n'était pas du tout étrangère par rapport à d'autres films. Et c'est vrai que juste avant, il y a eu Double Vie et avant Personal Shopper qui tous les deux tournaient principalement à Paris, ont en commun peut-être quelque chose, je dirais, des illusions et des désillusions parisiennes et tournent autour, dans des genres très différents. Encore une fois, il y en a un qui est vraiment un film fantastique et l'autre plutôt une comédie, mais autour de la question un peu de la dématérialisation, de l'absence d'un vide. Alors la dématérialisation des corps pour l'un, c'est un film fantastique avec des fantômes, et la dématérialisation des livres dans l'autre, qui est plutôt traité comme une comédie. Et là, on arrive à quelque chose qui est radicalement différent, je dirais au contraire très incarné en termes d'idéologie, en termes de corps, en termes d'action. C'est vraiment très loin de ça, et c'est ça je crois que beaucoup de gens aiment chez Olivier Assayas, c'est qu'effectivement chaque film est une surprise, est un territoire un peu différent, et là on le sent très bien, juste en se focalisant sur ces trois œuvres. Et donc le film, effectivement, comme vous venez de le voir, un film d'espionnage, un film aussi d'action, un film de manipulation mentale, un film d'agents secrets dans un monde torturé, dans un monde paranoïaque, avec un impact géopolitique très fort, donc vraiment le contraire même de cette dématérialisation. Donc je me demandais, voilà, tout simplement déjà, comment le film était né, comment le film était apparu à ton esprit, comment tu avais envie de te lancer dans cette aventure, sachant d'où tu venais juste avant dans ta carrière. Oui, je vais essayer d'écrire ça vite, parce que c'est pas assez, au fond, c'est pas l'essentiel. Comme toujours, quand il s'agit de projets ambitieux, chers, impliquant des tournages internationaux, etc., c'est un processus relativement long, donc de gestation relativement long. Donc ça veut dire que avant même que je pense que le projet doit dater de après
le tournage de Personal Shopper, et même peut-être d'encore plus tôt avant, c'est adapté d'un livre, enfin du travail d'un journaliste, un travail de recherche. Et la raison pour laquelle je m'y suis intéressé initialement, alors à quelle date exacte, j'en sais rien, c'est que c'était dans la continuité de ce que j'avais pu faire avec Carlos. J'avais fait un film en 3 parties, qui était produit par Canal+, pour la télévision donc, enfin pour la salle également, et j'avais l'impression d'avoir fait un travail assez colossal de reconstitution de l'époque, les années 70, 80, ça se passait dans 9 pays différents, et il me semblait avoir traité cette question de la géopolitique, et de ne pas avoir envie de m'y replonger immédiatement. Et puis, les années passant, le temps passant, je me suis dit, mais en fait, ça serait quand même pas mal de reprendre, de retirer certains des fils de Carlos, parce que là, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce film, c'était assez passionnant, et j'avais en particulier, ça m'avait donné l'occasion de travailler avec un acteur vénézuélien, Edgar Ramirez, avec lequel je m'étais très bien entendu, et on avait envie, en fait, depuis très longtemps, de chercher un projet sur lequel on pouvait travailler en commun, mais qui ne serait pas la répétition de Carlos. Et donc, quand s'est présentée la possibilité de faire ce qui allait devenir Wasp Network, j'en ai très tôt parlé à Edgar Ramirez, qui aimait l'idée de lui, pour une fois, de représenter un personnage, enfin, pas pour une fois, mais pour la première fois ensemble, de représenter disons, quelqu'un qui est impliqué dans la politique d'Amérique centrale, là où évidemment Carlos était essentiellement dont le pôle était plutôt le Moyen-Orient, et donc aussi de créer un personnage très différent de celui de Carlos, et d'aller sur un terrain, de travailler ensemble sur un personnage différent, mais néanmoins peut-être sur une tonalité semblable. Donc il y avait donc peut-être, pour le résumer, depuis un moment, le désir de revenir sur un territoire qui était celui de l'espionnage, comme tu en parlais tout à l'heure. Et donc, c'est vrai que pour moi, c'est bien tombé, parce que le hasard a fait que j'ai fait consécutivement auparavant 2 films qui étaient, alors l'un est quote-unquote parisien, enfin dans le sens où ça se passe dans le milieu de l'édition, mais ça parle évidemment d'un sujet universel qui est celui de la numérisation du monde, dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Et le film précédent, bien sûr, Personal Shopper, était plutôt un film, alors là par contre je ne le définirais pas du tout comme un film français, enfin parisien, dans la mesure où on a dû tourner 3 jours à Paris. L'essentiel du film a été tourné en studio, en Tchéquie. Et c'était l'idée, là pour le coup, de faire un film ayant d'une nature et ayant une identité internationale. C'est-à-dire parce que c'est un film de genre, et des films de genre de ce type-là, dans le cinéma français, c'est difficile à financer, et donc on était complètement tributaire de financements internationaux, et de ma relation avec Kristen Stewart, parce que c'est un film qui a été construit autour d'elle. Pour revenir effectivement à Cuban Network, donc effectivement tu cites le livre, c'est donc un livre, les derniers soldats de la guerre froide. Je trouve que le titre est intéressant sur l'idée justement de l'espion comme une forme de soldat aussi, d'un journaliste effectivement comme tu dis, donc brésilien qui connaît très bien, je crois, Cuba, parce qu'il était dès les années 70, donc c'est un vrai travail au long cours, et on sent dans le film toute cette documentation, tout cet ancrage dans la réalité des faits. Je sais que les personnes qui sont donc dans le livre et qui ont vraiment existé, qui sont ce groupe, ont été libérées pas très longtemps avant que tu commences le tournage. Et est-ce que ça a été un élément aussi déclencheur de se dire que tu avais la possibilité, au-delà du livre, de les rencontrer, ou est-ce que c'était pas très important pour toi? Non, c'était pas essentiel pour moi. De la même manière que j'ai jamais rencontré Carlos, Edgar Ramirez avait souhaité le rencontrer, mais là, pour le coup, Carlos avait refusé, pour changer d'avis plus tard, mais c'était trop tard. Non, là, il s'est trouvé
que lors du tout premier repérage qu'on a fait à Cuba, d'abord, on pensait pas du tout qu'on aurait l'autorisation de tourner à Cuba, parce que le film n'est évidemment pas un film pro-castriste, c'est très clair. Il manque peut-être de sympathie pour les militants anticastristes de Miami, qui sont, dont les activités sont diverses et variées et pas forcément toujours recommandables, mais évidemment il ne s'agit pas d'un film castriste, donc on ne pensait pas que la Havane, que le gouvernement de la Havane nous autoriserait à tourner là. Donc on était plutôt venu pour regarder à quoi ça ressemblait et d'accumuler des images, des photos desquelles s'inspirer pour pouvoir tourner ailleurs. Et donc dans ces circonstances-là, il s'est trouvé que le hasard a fait que par l'intermédiaire d'une amie commune perdue de vue depuis d'ailleurs des années et qui se trouvait vivre à Cuba, c'est-à-dire l'équipe de préparation du film, moi inclus, on s'est retrouvé à dîner avec deux des Cuban Files, enfin des espions du réseau WASP. Ils étaient formellement tout à fait aimables. Mais enfin, disons qu'ils ne nous connaissaient pas, ils ne savaient pas qui on était, ils ne savaient pas ce qu'on était. On ne peut pas dire qu'on ait obtenu beaucoup d'informations d'eux. Et par la suite, à la stupéfaction générale, sans doute à un moment d'assouplissement du régime, tous les Cubains sont revenus vers nous pour nous dire mais finalement on peut envisager de vous autoriser à tourner. Donc ça tombait bien parce qu'on avait fait le tour de l'Amérique latine et il y avait strictement, enfin des pays où potentiellement on aurait pu tourner en Amérique latine et on s'est rendu compte qu'il n'y en avait aucun qui ressemblait de façon même approximative à ce qu'est Cuba aujourd'hui. Il faut savoir que Cuba aujourd'hui, on ne sait pas si on est les années 60, 70, 80, 90, enfin, on est littéralement hors du temps. Hein. Tout ça est en ruine, ça a une grande beauté si on est esthète, si on s'intéresse à la vie des gens, c'est plus problématique, c'est-à-dire la vie est dure, est très dure. À Cuba, qui vit par ailleurs sous embargo depuis plusieurs décennies. Simplement, disons que c'était un cadeau un peu empoisonné, c'est-à-dire qu'on a pu tourner à Cuba, mais enfin, à quel prix C'est-à-dire qu'on était nous-mêmes suivis, pour pas dire espionnés, enfin en tout cas on était suivis, observés, etc. d'une part, et puis on était dépendant des humeurs du pouvoir à un moment donné, et sachant qu'il devait y avoir des forces contradictoires au sein de l'État, où il y en avait certains qui étaient favorables à notre tournage, d'autres qui étaient moins favorables à notre tournage, et ce qui faisait que selon les jours, on avait plus ou moins de bienveillance, bienveillance vis-à-vis de nous de la part du pouvoir, sachant que plus on avançait dans le tournage et plus ça approchait de la fin, plus c'était tendu, plus c'était difficile, plus ça allait mal, et c'est allé particulièrement mal, spécifiquement à partir du moment où il y a eu des manifestations très importantes contre le régime au Venezuela. C'était la période c'était la période où, autour de Juan Guaidó s'était agrégé une opposition vénézuélienne pour renverser le gouvernement, qui est qui est soutenu par Cuba et soutient Cuba, c'est-à-dire que l'essentiel du pétrole, du peu de pétrole dont il y a besoin pour faire tourner le peu d'économie cubaine vient du Venezuela, et donc à partir du moment où ça allait mal au Venezuela, où ça chauffait au Venezuela, le pouvoir cubain était en danger, et quand le pouvoir est en danger, il a des réflexes de protection, et nous on était assimilés
l'Occident, qui était en train de monter les Cubains, en train de monter les Vénézuéliens contre les intérêts de Cuba. C'est intéressant tout ça, parce que c'est vrai que je suis, de par l'expo, intéressé aussi aux questions des lieux. C'est vrai que c'est jamais anodin de là où les films sont tournés. Surtout que beaucoup de films d'espionnage ont un ancrage, comme je le disais, réel, sont basés soit sur des romans qui eux-mêmes sont basés sur des vraies histoires, soit directement adaptés d'une certaine réalité. Et en fait, quand on regarde pour des questions géopolitiques ou des questions budgétaires, souvent les films ne sont pas du tout tournés là où ils sont censés exister. Donc c'est plutôt assez rare, effectivement, qu'il y ait là eu la possibilité d'être allé à Cuba. Je pensais à des grands exemples connus comme L'espion qui venait du froid de Martin Ritt, où il y a ces très grandes scènes à Berlin qui en fait ont été tournées en Irlande et en Irlande du Nord. On parlait d'Houston tout à l'heure, La lettre du Kremlin, qui est aussi un film très emblématique de la guerre froide et qui n'a pas du coup pu être tourné une seule fois sur le territoire de l'URSS, mais en Finlande. Donc c'est vrai que tous ces cas comme ça de distorsion d'espace sont intéressants et on les oublie évidemment quand on regarde les films. Et puis de temps en temps, il y a des exemples où là, il y a une véritable rencontre possible. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir le noter, c'est assez rare. Je pensais, quand j'ai fait le catalogue, à des entretiens que j'ai vus sur Cronenberg, par exemple, quand il a fait M. Butterfly, un autre film d'espionnage dans un genre différent, il racontait que c'était important pour lui d'aller vraiment tourner à Pékin. Je crois que c'est un des premiers films occidentaux tournés à Pékin après Tiananmen, après 89. Et donc, il y a, même si tout n'est pas tourné là-bas, il y a quand même une sorte de déplacement, et du coup, je trouve que le film se sent, si on sait que si on peut dire que les films sont aussi, racontent un petit peu leur tournage, et c'est pas totalement anodin de pouvoir aller dans un pays comme Cuba ou comme la Chine, qui ont des points communs. Disons que l'intérêt, alors d'abord, c'est évidemment de filmer, de bénéficier de la beauté et de la justice et de la vérité, surtout des décors de Cuba qui sont strictement uniques, et puis d'avoir accès, encore une fois, parce que le pays s'est arrêté dans le temps. Il y avait beaucoup moins de problèmes de reconstitution historique que n'importe où ailleurs, c'est-à-dire le monde entier est recouvert d'affiches, de Starbucks, de McDonald's, de ce que vous voudrez, etc. Bon, pas Cuba. Cuba, on n'avait pas ce problème de faire dégager la rue ou de nettoyer après numériquement pour enlever ceci ou cela. On est dans un monde qui depuis la période des faits réels qu'on raconte s'est décomposé un petit peu plus, mais n'a pas changé fondamentalement. Donc c'est bien sûr, on n'aurait jamais été capable, même avec des moyens très importants, d'obtenir plastiquement ce qu'on pouvait obtenir en tournant directement à Cuba. Mais encore une fois, je reste le premier stupéfait qu'on ait pu le faire. Je ne crois pas que ça se reproduira avant longtemps. On est l'un des seuls films occidentaux à avoir pu être tournés, qui ont pu être tournés à Cuba. Enfin, je veux dire, traiter de la politique cubaine. Il y a eu des films, bien sûr, des films tournés, y compris français. Y compris celui de Laurent Cantet, tourné à Cuba. Mais disons que des films qui racontent l'histoire, qui racontent l'histoire présente cubaine, non. Sur l'histoire un peu plus ancienne, d'ailleurs, je me demandais, est-ce que c'était un film important pour toi, le film d'Hitchcock, Leto. C'est un film d'Hitchcock, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui effectivement parle plutôt de l'époque de la guerre des missiles, et qui est donc un film qui n'a pas été tourné du tout à Cuba d'ailleurs, complètement en Californie, adapté lui-même, pareil, d'un roman qui lui-même est adapté de faits réels, donc de l'histoire d'un agent secret du KGB qui a fait défection et passé à l'Ouest et a révélé des taupes soviétiques à la fois en France, à l'OTAN, en Angleterre, à la CIA. Et c'est vrai que c'est un film souvent pas très aimé d'Hitchcock, mais qui, je trouve, a quand même le mérite d'exister dans ce contexte et qui montre une certaine acuité d'Hitchcock à raconter quand même toujours son présent, quoi. Et c'est un film, je me demandais si c'était un film que tu aimais, c'est un film que j'aime, mais je fonctionne pas du tout comme ça. Enfin, disons, en général, j'arrive plutôt à cloisonner ma propre cinéphilie et mes propres goûts
pour le cinéma et ma pratique du cinéma. C'est-à-dire que, quand je prépare un film, je ne regarde pas des films qui ressemblent ou qui évoquent, etc. Au contraire, j'ai envie presque de les oublier et de faire comme si des choses qui ont déjà été filmées 1000 fois, je les faisais pour la première fois. Quoi. Comme si j'ai bien l'idée en tout cas, de me mettre dans la situation, d'être capable de réinventer une manière bonne ou mauvaise, de montrer des choses qui ont bien sûr déjà été montrées par de très grands cinéastes. Mais encore une fois, je suis très méfiant, voire épidermiquement mal à l'aise avec l'idée d'un cinéma qui serait trop cinéphile. Par ailleurs, le lien était vraiment ténu, ça m'y a fait penser, oui. Mais le lien est ténu, c'est presque que Cuba, mais je trouve qu'en termes de mise en scène et de beaucoup d'autres choses, ça a très très peu à voir, mais c'est vrai que c'est un peu un cas à part dans la carrière d'Hitchcock, et puis je m'étais posé la question. On a aussi dans le catalogue, je le relisais il n'y a pas très longtemps, eu la chance de pouvoir republier un entretien qui avait été fait dans Le Monde avec John Le Carré, ancien agent secret et surtout auteur de romans à succès largement adapté au cinéma jusqu'à La Taupe, peut-être un des derniers adaptations de Thomas Alfredson. Et Le Carré, donc là il avait été interviewé à l'époque au moment de la sortie du Tailleur de Panama, et il racontait des choses très intéressantes comme toujours, et à la fin il avait cette phrase géniale, et je me demandais comment on pouvait la commenter à l'aune de ton film, où il disait: si vous voulez connaître les fantasmes collectifs d'un pays ou son inconscient, regardez comment fonctionnent ces services secrets. En gros, les services secrets sont une sorte de miroir de l'inconscient du pays. Donc je me demandais comment tu pouvais partir de cette phrase pour parler à la fois de Cuba, les États-Unis, oui, à partir de... C'est-à-dire que, comment dire, il ne faut pas mélanger. Alors, il faut faire toujours très attention à ne pas mélanger espionnage et contre-espionnage. C'est-à-dire que l'espionnage, ça consiste à réunir des documents, des faits, quelle que soit la voie par laquelle on les obtient, mais qu'on transmet comme étayé, qu'on transmet à un décisionnaire à l'étranger qui va ajuster sa propre politique en fonction de ces données neuves et solides dont il ne disposait pas auparavant. Le contre-espionnage, c'est autre chose. Le contre-espionnage, c'est la paranoïa. Le contre-espionnage, c'est imaginer tout ce que l'ennemi pourrait inventer comme stratégie, comme technique pour étudier, observer, accumuler des informations secrètes, confidentielles, dont on dispose soi-même et qui font partie de notre arsenal. Donc, par définition, le contre-espion, et encore une fois, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de films qui traitent, le cinéma traite facilement aussi du contre-espionnage. Le contre-espionnage, oui, par sa paranoïa, par ses obsessions, par la façon dont il se déploie dans le brouillard, sans connaissance très précise de ses véritables objectifs, etc., relève de l'inconscient, relève de l'imaginaire, et pour parler effectivement du contre-espionnage, la phrase de John Le Carré est juste et profonde. Après, lui, il disait service secret au sens large, c'est vrai que ça... Oui, bien sûr, non, mais je tenais à la nuance, je tenais à la nuance, parce qu'elle est très importante, y compris quand on parle de cinéma, d'espionnage ou de contre-espionnage. On mélange les deux, mais parce que on va pas dire systématiquement, ça fait trop long à prononcer, mais néanmoins, il ne faut pas l'oublier, il faut l'avoir à l'esprit. Oui, ça fait partie, d'ailleurs dans le film, il y a toute cette idée, il y a cette révélation, d'ailleurs au niveau de la structure, c'est quelque chose à laquelle tu étais clair dès le début, que finalement le spectateur soit avec Ramirez tout au début du film, dans le doute de son vrai positionnement idéologique, et qu'il le découvre presque vraiment au milieu, je crois que c'est à 1 heure du film ou quelque chose de... C'est la nature de... disons que moi ça m'intéressait parce que c'est la nature même de l'espionnage. C'est-à-dire, c'est tout d'un coup, c'est de montrer comment l'espionnage fonctionne. L'espionnage, c'est une comédie à laquelle on croit.
C'est des bons acteurs qui jouent bien leur rôle et qui font un travail réussi, et d'autant plus réussi qu'on va mettre longtemps à l'élucider. Donc, d'une certaine façon, on ne peut pas donner de meilleur exemple que par le faire, et que donc d'une certaine façon, le spectateur de Cubano Network est désarçonné par l'information qu'il reçoit, qu'il a été trompé depuis le départ, mais en même temps, il comprend quelque chose à ce que c'est que l'espionnage. Et il comprend quelque chose aussi à la géopolitique, qui est que le monde change selon le point où l'on se place, c'est-à-dire selon la perspective d'où on le regarde. Et donc il y a ce moment d'ajustement que doit avoir le spectateur du film, qui bien sûr était quelque chose qui m'intéressait du point de vue de la dramaturgie, de l'écriture cinématographique en général. Oui, non, mais c'est vrai que ce moment est particulier. Mais après, tu as raison, dans tous les films d'espionnage, de toute façon, ça marche souvent sur ce ressort d'une révélation finale, ultime, au milieu du film, et effectivement d'un leurre que le spectateur a cru pour vrai. Il y a d'autres films qui prennent le parti plutôt de montrer la fabrication de l'espion, donc qui mettent le spectateur en empathie avec le personnage et qui voient tous les artifices, mais qui sont révélés. Puis c'est vrai que c'est deux typologies de films très différents, parfois qui se rencontrent, parce que dans un film d'espionnage, il y a souvent plusieurs personnages ou plusieurs espions, on n'est pas au même niveau de connaissance de chacun. Certains sont dans la dissimulation, mais d'autres sont dans une forme de révélation. Donc, et c'est vrai que ce moment particulier de bascule, oui, il fait quoi ce que tu dis, puis la scène de Viera Montes, donc de Gael Garcia Bernal, qui est véritablement traité comme un acteur, quand il rencontre l'élite des services secrets cubains, et qui essaie de tester même jusqu'à son accent, à sa connaissance du terrain et de cette nouvelle identité. C'est vrai que c'est une scène qui est très, très importante pour les spectateurs du film. Et qui est une scène véridique. Oui. C'est une scène véridique, ça fait partie des scènes que j'ai prises littéralement, c'est-à-dire que dans le livre de Fernando Moraes, qui est l'auteur du livre dont je me suis inspiré, qui a fait la totalité du travail de recherche, il y a beaucoup d'éléments qui manifestement viennent des services secrets cubain, parce qu'il est lui-même, il a des liens d'amitié avec les frères Castro, donc il a eu accès à des sources que d'autres historiens et d'autres journalistes n'ont jamais eues, et qui sont de pures retranscriptions qui ont été établies par un sténographe au moment de rencontres comme celle où Viera Montes passe son examen de passage. Comment est-ce que tu as travaillé avec, effectivement, on parlait de Edgar Ramirez au début, pour la construction du personnage, effectivement en rapport et en décalage avec ce qu'il offre, ce qu'il propose, parce que vous proposez ensemble pour Carlos. C'est vrai que j'ai l'impression là qu'il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans Carlos, qui sont, en tout cas dont je me souviens dans Carlos, qui est l'importance de la mise à nu, la nudité, la sexualité, quelque chose d'assez pulsionnel et animal, et que là, dans Cuban Network, le rapport qu'il a avec sa femme est beaucoup plus sublimé, est un rapport politique, idéologique, moins qu'un rapport bestial, sexuel. C'est un rapport de père de famille. Oui. C'est ce qu'on a voulu faire avec Edgar, c'est justement de faire de présenter un père de famille aimant, ayant etc., mais enfin qui néanmoins trahit sa famille, hein, c'est-à-dire du jour au lendemain il disparaît, il s'en va, il met en danger, ou dans une situation impossible, sa femme et son enfant. Bon, comment dire, là il y a la limite de ce que peut faire le cinéma ou la fiction ou l'historien. Moi j'ai toujours pensé qu'en réalité, comment il s'appelle le personnage de Edgar, j'oublie tout le temps. González. Oui, René González. Et c'est René. Comment dire, est-ce que véritablement Olga ignorait la totalité des activités de René? Est-ce que c'est vrai? Et ou bien est-ce que c'est une fiction qui a été construite au moment du procès
aux États-Unis de René González, puisqu'à ce moment-là, elle vivait à Miami avec lui. Et donc, lui, dans la totalité des entretiens qu'il a donnés, tous les ouvrages possibles et imaginables, la situation, ce qui est raconté, c'est qu'il a disparu de la circulation du jour au lendemain et que sa femme et sa fille ignoraient tout. Et qu'au bout de plusieurs mois, plusieurs années, les Cubains ont autorisé le départ d'Olga. Et en lui expliquant, dans le film, il lui explique. En lui expliquant, voilà. Alors, est-ce que c'est vrai? Où est-ce que c'est la version officielle? Honnêtement, j'en sais rien. Je suis incapable de le dire et personne ne le dira jamais. Donc, il y a un côté un peu print de legend. Ouais. Moi, j'ai filmé la version qui est celle qui a été donnée par tous les témoins, celle qui est admise par tous les historiens. Il me reste un tout petit doute sur le fait, parce que humainement, ça me semble une telle cruauté que j'ai un tout petit peu de mal à imaginer que René González se soit conduit comme ça vis-à-vis de sa famille. Oui, mais c'est vrai que c'est... Par rapport à la sexualité, il n'y a jamais eu de volonté de rajouter des scènes ou ces moments de faiblesse ou des moments un peu dans notre visage. C'est vrai que je pense à Demon Lover dont tu parlais tout à l'heure, qui était un film un peu matriciel sur cette question d'espionnage, parce que c'est un film beaucoup plus ancien, espionnage industriel pour le coup, mais enfin qui dépasse aussi la question de l'espionnage industriel sur la question de la circulation des images, de la torture. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs moments de bascule sexuelle où les espions, qui aussi ont ce côté assez glacial, en même temps très physique, mais très centré, se descendent par la sexualité. Et c'est vrai que je crois que dans Cuban Network, c'est un des rares films de ta filmographie où il n'y a pas de moment de mise à nu, quoi. Je crois pas. Non, il y a la relation entre le couple avec Maria Martinez, où c'est une histoire physique entre eux, mais c'est pas pulsionnel, etc. C'est une histoire. Disons que le sexe, il y a plus d'importance que dans le couple René-Olga, mais néanmoins, c'est un mariage. C'est aussi l'histoire d'un mariage, d'une séduction et d'un mariage. C'est pas qu'en termes de personnages comme ça, fragile, indécis, il y a ce très beau personnage qui est le jeune homme qui est utilisé par les organisations anticastristes pour faire l'attentat dans l'île, et comment, voilà, est-ce que cet événement est raconté, j'imagine peut-être dans le livre, parce qu'il y a vraiment une focalisation, c'est un moment où le temps s'arrête, un film qui va très très vite, c'est un moment où tout d'un coup on est presque en temps réel avec ce jeune garçon, et je trouve que c'est un moment très important dans le film. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est aussi reconstitué à l'identique. Ce qui m'intéressait, c'était de reconstituer des choses que j'avais déjà fait dans Carlos, c'est-à-dire me servir d'archives d'époque, de témoignages d'époque, de les croiser entre eux, de les vérifier, de faire littéralement un travail d'historien, pour ensuite reconstituer de façon la plus véridique possible le parcours de ce jeune homme. Et il me semble, ça m'intéressait d'autant plus que ça permettait de raconter quelque chose sur l'espionnage, sur le terrorisme. C'est-à-dire que le terrorisme, c'est un outil politique. Il y a un commanditaire, il y a qui est souvent un État, ça se passe au niveau de l'État, il y a un sous-traitant, et ce sous-traitant engage un ouvrier, c'est-à-dire un intermittent, etc., qui va être en général un pauvre type, qui est ignorant des enjeux de ce qu'il va faire, et qui, pour des clopinettes, va risquer sa vie, et éventuellement provoquer le drame d'un attentat terroriste. Et donc, ce que je veux dire, c'est que très souvent, quand on lit des comptes rendus d'attentats, quand on évoque des attentats dans les médias, on va très vite à ce qu'on voit, à ce qui est visible. Et donc, en général, ce qui est visible, c'est justement cet OS, cet ouvrier
du terrorisme, qui aura laissé 2 ou 3 traces, la voiture qu'il a louée, qu'il a abandonnée ici ou là, l'arme qu'il a jetée à tel endroit, etc. On va être le nez sur ce qu'il y a au fond de moins pertinent et de moins important dans l'acte terroriste, puisque l'acte terroriste est en général un message qu'envoie un État à un autre État. Hein, on peut pour moi, c'est à peu près la définition de ce qu'est le terrorisme. J'ai jamais cru à l'idée qu'il y avait un terroriste de gens qui tout d'un coup se réveillaient et se disaient, en tout cas, ou étaient portés par la nécessité d'un attentat et d'en prendre en charge la logistique et l'accomplissement. Pour moi, c'est toujours commandité et dépendant d'une chaîne de commandement relativement longue. Ça peut passer quand même par une organisation semi-étatique ou paramilitaire. Oui, mais en général, on essaie de ne pas mettre en danger les agents. Hein, c'est-à-dire que ça, c'est une vieille, ça l'était, c'était déjà au moment dès le début du XXe siècle. C'est comme ça, c'est que ce ne sont pas les officiers ou même les gradés de l'espionnage qui agissent, mais ils engagent ils engagent des individus fragiles et qu'on envoie ou à la mort, ou en tout cas où ils risquent une sanction très forte. Oui, ce côté historien, effectivement, ça me fait penser à ce temps ralenti dans Carlos. Si vous avez vu le moment de la scène de prise d'otage de l'OPEP à Vienne, où il y a tout d'un coup, j'imagine que là aussi ça part. C'est pareil, c'est très documenté, c'est des séquences qui sont très documentées, et plus la scène est documentée, plus ça m'intéresse, parce qu'évidemment je peux reconstituer les scènes à l'identique, et de fait, la prise d'otage des ministres du pétrole de l'OPEP a été racontée par plusieurs témoins fiables, selon différents angles, et tout, etc. Et donc, moi, il y a des moments où il suffisait juste de suivre les entretiens, les descriptifs des uns et des autres pour avoir pour faire des plans. Comme dès que ça devenait des choses qui devenaient littéralement le découpage, qui s'imposaient comme faisant partie du découpage. Après, ce qui va au-delà, je trouve ce qui est fort dans le film, c'est comment ce personnage qui effectivement est un personnage mineur, peut-être même sans nom, je ne sais plus s'il est nommé ou pas, mais devient presque un peu un miroir de tous les autres espions, parce que la question d'être un pion sur un échiquier, d'être manipulé, finalement c'est le cas de tout le cubanoise d'une certaine façon, pas tout à fait similaire, mais ça donne une sorte d'image, c'est l'envers du décor et on voit bien qu'il y a quelque chose qui dépasse tout le monde et que si on prend un peu de recul, lui c'est très flagrant, ce côté, comme tu dis, ouvrier, pion, manipulé, mais c'est aussi un peu le cas de tous les personnages du film. Les autres sont plus lucides quant à ce qu'ils font. Il y a des degrés différents. C'est quand même deux degrés différents. Peut-être avant encore quelques questions à poser, mais peut-être si vous avez aussi des questions à poser dans la salle. À chaud. Si, il arrive le micro. Il arrive là. Merci beaucoup. J'ai déjà vu le film quand il est sorti. Je pense qu'il y avait l'avant-première ici à la Cinémathèque. Et c'est vrai qu'il y a tellement de détails que chaque fois je le vois et il y a plus de choses. C'est pas si facile que ça de suivre et de tout comprendre. Je voulais faire une remarque. Il y a cette scène où il parle russe. Moi, je suis russe et je peux vraiment vous dire qu'il parle très bien. Oui, ils ont beaucoup travaillé. Ça s'entend. Et c'est drôle parce que je pense que même dans la situation, peut-être pas très bonne situation qu'on vit maintenant avec la Russie et l'Ukraine, mais ça peut-être vous donnerait envie de faire un film, je ne sais pas, des espions russes, contre-espions, comme ça. C'est dans l'air. C'est bien. Ça peut se faire. Ça peut exister. Et ma question, c'est aussi par rapport aux langues.
je ne sais pas si vous parlez, j'imagine que vous parlez anglais, est-ce que vous parlez espagnol? Je comprends très bien l'espagnol, je comprends très bien l'espagnol, je le parle mal, mais quand j'ai besoin de me faire comprendre, je me fais comprendre en espagnol. Mais par contre, j'ai plus de mal avec le cubain, parce que le cubain est quand même un petit peu différent. Moi, je comprends bien l'espagnol, enfin le castillan d'Espagne, je comprends le mexicain, ça va. Quelquefois, le cubain, j'ai plus de mal. Pour être Surtout, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui viennent de pays différents. Il y a un Argentin, un Mexicain. Donc on a beaucoup travaillé les accents des uns et des autres. Parce qu'en fait, la seule véritable cubaine dans le film, c'est Ana de Armas. C'est Ana de Armas, et elle a très peu, pratiquement toutes ses scènes sont en anglais, tandis qu'aucun des autres n'est cubain. Ils ont tous eu des coachs d'accent cubain, et on a travaillé jusqu'à la dernière minute sur tous les détails, les nuances des accents cubains des uns et des autres. Et pour la direction des acteurs, est-ce que vous aviez des traducteurs? Alors non, parce que d'abord ils parlent tous anglais, très bien, donc c'était le tournage proprement dit technique était anglophone, donc ça c'était non problématique. Mais par contre, effectivement, sur le travail de chacun des acteurs, après chaque prise, je demandais, il y avait non pas il y avait des traducteurs par ailleurs sur le tournage pour la collaboration avec l'équipe cubaine, etc. Mais il y avait surtout des coachs d'accent. Les coachs d'accent étaient avaient des oreillettes et étaient sur le tournage. Et après chaque scène, une fois que j'ai dit aux comédiens ce que j'avais à leur dire, ils venaient me voir en me disant celle-là, elle est bonne pour moi. Cette prise-là, elle était très juste sur le cubain, etc. Et il le disait aussi aux acteurs. Alors, il venait souvent voir les acteurs en leur disant fais attention, parce que quand tu dis tel mot, telle phrase, ça fait trop espagnol, quoi. Faut pas, Il y avait beaucoup de prises? Et il y avait... ça dépend des acteurs. Mais je pense qu'il y avait plus de prises que je faisais plus de prises que d'habitude sur mes films. Juste petite dernière question et je passe le micro. Est-ce que le film est bien marché? Est-ce qu'il a bien marché pour vous? Parce que si je me souviens bien, il est sorti quand même la veille du Covid. Alors, il y a une sorte, c'était un peu miraculeux, c'est-à-dire dans le sens où d'abord il est sorti après les grèves, qui étaient déjà des grèves, des manifestations autour du projet de loi de réforme de retraite, et où tous les centres, pendant plusieurs semaines, tous les centres-villes en France étaient occupés par des manifestations, donc la fréquentation des salles s'était écroulée. Ensuite, il y avait eu Noël, où le mouvement s'était ralenti, et il s'était arrêté en janvier, février, c'est-à-dire juste avant le Covid. C'est-à-dire qu'en fait, le film est sorti en janvier, juste après la période où les gens n'allaient pas au cinéma à cause des manifs, et il a fait dont la fin a été interrompue en effet par le Covid, mais c'est un des derniers films, je dirais, qui est passé entre les gouttes. Qui est passé entre les gouttes, donc j'estime qu'on a eu beaucoup de chance. Là où le film en a un peu pâti, c'est qu'il devait sortir aux États-Unis, disons que on a vendu le film à Netflix. Avec un contrat, assorti d'un contrat selon lequel il y avait une dizaine de territoires importants où le film devait sortir en salle. Et ça, y compris l'Espagne, où le film devait concourir pour les Goya, qui sont l'équivalent des Césars espagnols. Et donc ça n'a pas pu. Disons que la plupart des sorties internationales ont été empêchées à cause du Covid, mais donc du coup, par contre, le film est passé à ce moment-là sur Netflix, à une période où Netflix faisait des records d'audience du fait encore une fois, du confinement. Donc disons que dans la catastrophe générale, on a un peu tiré notre épingle du jeu. Merci.
crois qu'il y a un autre acteur qui est cubain, c'est celui qui fait Posada Carilles, non? Vous avez regardé, je crois qu'il est cubain aussi. Oui, il est d'origine cubaine. Tout à fait, il est d'origine cubaine. Là, c'est un personnage. Mais tous les seconds rôles sont cubains, par contre. Toutes les silhouettes, les seconds rôles, les gens qui ont une réplique. On a casté beaucoup de gens à Cuba, quand même. Lui, il a un rôle important d'ailleurs, parce que ça montre à lui tout seul tous les rapports très ambigus qu'il y a avec l'Amérique, la CIA, la corruption, disons que lui, le Posada Carilles, qui est quand même un sacré personnage, qui est responsable quand même de beaucoup d'attentats extrêmement graves, a donné au New York Times un entretien extravagant qui a été publié sur 2 ou 3 numéros de suite, où il raconte le dessous des cartes politiques de la guerre souterraine que se livrent les organisations anticastristes de Cuba et les Cubains. Et c'est très cru et très violent. Il y a beaucoup de choses qu'on a reproduites qui appartiennent, qui sortent de l'entretien au New York Times de Posada Carilles. On ressent aussi, d'ailleurs, c'est tous ces espions, ces agents secrets, ils ont une dimension ils sont brillants, quoi, intellectuellement. C'est souvent quelque chose qui ressort dans tous les films d'espionnage. C'est comment l'espion peut être aussi un peu ou un double, métaphore, c'est peut-être un peu beaucoup, mais un rapport avec la création, quoi. Il est dans une logique, pas simplement d'objet déguisé, obéissant à une mise en scène qui vient d'au-delà, donc c'était la dimension de pion dont on a parlé, mais que lui-même transcende tout ça par une qualité de jeu, d'intelligence, on parlait des langues, c'est ce que j'essayais de dire. Un créatif, un artiste presque. Non, mais c'est ce que j'essayais de dire, c'est-à-dire que plus l'espion est bon acteur, meilleur espion il sera. C'est presque une règle. Par définition, un bon espion commence par être un bon acteur. Est-ce que tu as rencontré des gens ici qui, en sortant de Cuba, où c'était peut-être compliqué, mais des gens ici qui avaient de près ou de loin été des espions ou travaillaient dans des... Non, mais des espions, il y a toutes sortes d'espions. Et même les espions du Cuban Network, du WASP Network, étaient un peu aussi, quand même, n'étaient pas au sommet de la hiérarchie. Je veux dire, très souvent, ce sont plutôt des gens qui sont liés avec des ambassades, avec des consulats, qui fréquentent les coulisses du pouvoir. Là, ce sont vraiment des espions le travail qu'ils ont fait est un travail très basique, de fourmi, d'accumuler des petites informations, etc. Mais aucune information réellement importante n'a transité par eux. Mais par contre, ils se sont retrouvés à un moment donné pris entre deux feux au moment où il y a eu le drame, où les chasseurs cubains ont abattu trois avions non armés de l'organisation Hermanos al Rescate, et où il fallait trouver une victime expiatoire, et donc ça a été eux. Alors c'est ce qui les rend peut-être aussi sympathiques dans le film, outre le côté brillant, c'est le côté un petit peu, pas loser, mais un peu... Disons qu'ils étaient pas finalisés, ils étaient obligés de subvenir à leurs propres besoins, c'est-à-dire donc ils faisaient des petits boulots, etc. Et donc ce que je veux dire, c'est l'inverse des espions qui fréquentent les antichambres du pouvoir. Ce sont des espions qui essayent, c'est plutôt des petites fourmis qui essayent de grappiller des miettes d'informations, de tomber pas trop loin. Ils ont un statut un peu vécu, parce que je dirais pas qu'ils sont des anti-héros, parce qu'ils ont en même temps une forme d'héroïsme. Les scènes où il prend l'avion au départ, enfin ils bousculent comme ça les frontières, ils ont quelque chose de
captivant, et en même temps, ils ont une dimension un peu de vampire où ils sont un petit peu les deux. D'ailleurs, je me demandais, ces scènes, elles étaient importantes pour toi, toutes les scènes, il y en a quand même plusieurs, des scènes d'action qui sont assez spectaculaires, les scènes d'avion, les scènes de... Disons que ce sont des scènes, alors d'abord elles appartiennent à ce récit, donc il fallait, donc de toute façon il fallait les faire. Les scènes qui ont été certaines, mais enfin elles ont été très difficiles à faire, hein, je veux dire, encore une fois parce qu'on a tourné à Cuba et que du point de vue de l'équipement et de l'équipement cinématographique, etc., c'est très défaillant. Par exemple, les scènes aériennes, elles ont été à la fois... On a fait des choses qui sont complètement hallucinantes, dont moi-même je ne revenais pas quand on les a faites, c'est-à-dire qu'ils ont quand même, les Cubains ont mis à notre disposition des chasseurs MiG dans lesquels on a demandé à des pilotes, des copilotes plutôt, de filmer eux-mêmes avec des petites caméras des plans depuis l'avion sur un autre avion, etc. Enfin, quand on sait ce que ça coûte de faire voler un de ces appareils, et puis le danger que ça représente, parce qu'ils datent de Mathusalem, enfin, on a l'impression d'être au musée de l'aviation, quoi, quand on regarde des trucs. Donc, mais simultanément, donc ça c'était plutôt un atout qu'on puisse avoir, qu'on puisse faire voler ces vrais chasseurs d'époque. Ça c'était même assez incroyable. Après, pour pouvoir les filmer, pour pouvoir les filmer, on ne disposait pas d'hélicoptère. On n'a pas pu faire. Il n'y a pas d'hélicoptère à Cuba. Il n'y en a pas. Il y a uniquement les énormes, ce qu'on doit voir à un moment donné dans le film, je ne me souviens plus. Il y a ces trucs qui sont des hélicoptères, mais qui servent plutôt à du transport de troupes, des trucs comme ça, genre comme on voit dans Rambo, enfin, qui sont des trucs qui ont la hauteur de 2 étages, etc., et avec lesquels c'est très difficile de manœuvrer. Donc nous, on est vraiment... donc c'était le seul hélicoptère dont on disposait pour mettre, nous, notre boule avec laquelle on filme les séquences aériennes. C'est extrêmement malcommode et c'était un peu un challenge pour les techniciens qu'on a fait venir qu'on a évidemment fait venir de France parce qu'il n'y avait personne à Cuba qui était capable de faire ça, enfin, qui avait l'expérience d'avoir fait ça. Non, ça, je l'apprends parce que je pensais qu'effectivement ces scènes, c'est vrai qu'on voit La Havane, donc on peut imaginer que c'est vraiment là-bas, mais je pensais que les scènes où c'est plus abstrait, où on est dans le ciel, avaient été tournées complètement ailleurs, parce que j'imaginais que ça pouvait avoir été difficile. Non, tout est tourné Cuba, puis on a fait des choses complètement folles. Hein, c'est-à-dire, parce que de la même manière, les petits Cessna là, des Hermanos al Rescate, ça n'existe pas à Cuba. Il n'y a aucun petit avion privé à Cuba. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas, donc on était obligé de les faire venir des États-Unis par étapes, etc. Enfin, ça a été d'une complexité infernale. Certains pouvaient rester qu'1 jour et demi, donc on était très très dépendant de la météo, du gros hélicoptère, de l'armée, de la tour de contrôle de l'aéroport de la Havane. Enfin, ça a été vraiment extrêmement aventureux comme tournage. Mais c'est vrai que dans le peu de temps dont on disposait, on a pu faire des plans que j'imaginais pas qu'on aurait, comme par exemple, enfin, parce que maintenant on est habitué avec les effets spéciaux à voir ce genre de truc, mais quand il y a un des petits avions qui vole littéralement en dessous du niveau des immeubles de la Havane sur le front de scène de la Havane, c'est un pilote serbe qui casse-cou, qui a fait plus que ce qu'on lui en demandait, et il a fait un truc réellement dangereux, mais qui au résultat effectivement est très payant à l'image, ça il n'y a pas débat. Mais encore une fois, comme on a été obligé d'aller très vite avec des gens qui venaient de partout, du monde entier, et on a eu 2 jours pour tourner ces scènes, ça a été sportif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon, parce qu'il y en a eu une, mais après j'ai... Oui, il me semble qu'il y a quelque chose d'assez peu conventionnel dans votre film, c'est la chronologie des événements, surtout dans les périodes d'introduction.
Et bon, en particulier, on a un moment 4 ans avant, puis retour au temps présent, etc. Est-ce que vous avez été guidé en cela par le livre dont vous êtes inspiré, ou est-ce que vous avez eu des intentions particulières? Non, enfin disons que c'était comment dire, comme il y a cette espèce de retournement à un moment donné où on découvre que ce qu'on croyait être la vérité n'est pas la réalité, mais des apparences. On est obligé de repartir en effet 4 ans en arrière pour dire voilà en réalité là d'où tout commence et ce dont tout découle. Donc effectivement, il y a ce qui s'appelle un flashback. Ça existe dans les films, je l'ai pas inventé. Mais oui, ça induit un mode particulier de narration. Oui, absolument, bien sûr. Si je peux me permettre, c'est pas tout à fait un flashback dans la mesure où le flashback il intervient dans une scène, on explique ce qui se passe dans la scène par le retour vers le passé. Oui, enfin, disons que c'est un retour. Disons qu'il y avait besoin à un moment donné d'un retour en arrière. Mais c'est vrai, il y a la rupture, ça marque très bien la rupture avec la découverte du changement d'optique dans lequel on considère les personnages. Voilà, oui, c'est ça. Enfin, c'était uniquement, enfin, c'est déterminé par ça, bien sûr. Et sur la fin, en revanche, on est beaucoup plus dans une narration chronologique très linéaire, avec néanmoins de grandes ellipses dans le temps. On découvre par exemple que le petit bébé qu'on a laissé à Niali est un Cuba. Oui. Je trouve que vous avez quand même joué assez habilement avec la dilatation des temps. C'est-à-dire, c'est toujours la difficulté quand on raconte une histoire qui s'étale sur plusieurs années. Par définition, il faut trouver des artifices, quoi. C'est des artifices narratifs. Le tout, c'est de comprendre, c'est que le spectateur comprenne l'essentiel. Après, parce que il y a des choses qu'on pourrait expliquer, mais elles deviendraient ennuyeuses, elles deviendraient fastidieuses, elles rendraient peut-être le film ennuyeux. Enfin, donc, il y a un moment donné. J'ai beau revendiquer de faire les choses de façon aussi véridique que possible, de me baser sur la réalité, etc. Mais enfin, il ne demeure pas moins que je suis cinéaste, je ne suis pas historien, je ne suis pas journaliste, etc. Donc, au fond, moi, je me sers de différents outils, et en général de l'outil le plus direct, le plus simple, pour raconter le mieux possible une histoire. C'est ça qui est mon point focal, quoi. Dans les films d'espionnage, il y a beaucoup sur l'invisible, les choses qu'on ne voit pas. Du coup, il y a des sortes d'ellipses, il y a des scènes qu'on ne verra jamais, effectivement. La confrontation à Cuba ou de González avec ses supérieurs hiérarchiques. Enfin, il y a comme des sortes de choses un peu absentes, mais ça fait partie de la force du film aussi, et des grands films d'espionnage, de jouer sur l'invisible et de ne pas tout rendre visible, et de créer une forme des suspens. Oui, on voit que les informations sont transmises, on voit à peu près comment elles sont transmises, mais au fond, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est qu'en réalité, les informations réelles qui étaient transmises, est-ce qu'elles étaient si importantes que ça? L'espionnage cubain, enfin cet espionnage-là à Miami est très artisanal. Hein. Donc encore une fois, j'ai pas appuyé sur ces endroits-là où j'aurais pu expliquer peut-être de façon plus claire quelles sont les informations que fournissent les agents du réseau, mais je crois que mieux vaut pas s'attarder parce qu'en réalité il n'y a pas grand-chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Bonjour. D'une façon générale, les États font très attention à leur image. Et à la suite, puisque je dirais que ils ont l'État cubain quasiment collaboré au film. Est-ce qu'il y a eu une réaction à la suite C'est un peu comme ce que je vous disais, c'est-à-dire que dans un premier temps,
le pouvoir cubain nous a été favorable, puisqu'ils nous ont donné l'autorisation de tourner. Et puis par la suite, c'était quand même, ils nous ont pas beaucoup aidés. On n'a pas eu, ils nous ont aidés matériellement, mais pas du tout, par exemple, en nous aidant sur la reconstitution, nous fournissant des éléments d'archives, par exemple, dont on aurait eu besoin dans le montage. Enfin, on n'a pas eu des rapports très cordiaux quoi, avec les Cubains. Le film a été montré à Venise. Il y avait un représentant du cinéma cubain qui était là et qui sans doute a jugé que le film n'était pas malveillant vis-à-vis de Cuba. Et donc par la suite, le film a été montré dans le cadre du festival de la Havane. Et il n'est pas sorti en salle, mais il a été montré. Il y a eu 2 projections où il y a eu beaucoup de monde qui est venu. C'est-à-dire, ils ont laissé le film, en tout cas, être montré. Moi, j'y suis pas allé parce que, sans vouloir rentrer dans le détail de ça, mais enfin, encore une fois, moi, je suis pas complètement à l'aise avec le pouvoir castriste, et je voulais pas donner le sentiment d'être associé de près ou de loin, d'une certaine façon, avec l'exploitation que pourraient faire les Cubains de mon film. Quels sont d'ailleurs les films qui sortent à Cuba? Je dis qu'il n'est pas sorti, mais il y a des... Relativement peu de films. Peu de films. Les Cubains voient tout. C'est-à-dire, mais ils le voient sous forme vidéo. C'est-à-dire il y a El Paquete. C'est-à-dire qu'en réalité, on a un disque dur, et chaque mois, chaque semaine, chaque mois, je ne sais pas, on va chez quelqu'un qui a enregistré les séries, les films, les clips, les trucs sur YouTube dont on parle, et qui met illégalement. C'est légal / illégal, et donc la plupart des films qui passent à la télévision d'une manière, sur l'une ou l'autre, enfin qui ont un intérêt, qui passent sur le télé, sont accessibles dans ce qui s'appelle les paquets, et donc du coup les Cubains peuvent voir, au résultat finissent par, malgré la censure, puisqu'il y a une censure très stricte, malgré tout, ils peuvent la contourner de la même manière que les Chinois, maintenant je ne sais plus comment c'est, mais enfin autrefois, qu'on contournait la censure en achetant des DVD pirates d'à peu près tous les films qui sortaient dans le monde. C'est exactement comme ça, c'était un Russie soviétique. En VHS, on a enregistré, on a passé des voix. Parce que tu dirais d'ailleurs que le film, il appartient un peu à la grande famille des films sur la guerre froide. C'est le nom du livre, il y a les soldats de la guerre froide. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a des points communs entre les films de la guerre froide dans la manière de raconter les histoires? Non, c'est pas exactement un film, parce que de fait, disons que c'est un film de l'après-guerre froide, enfin, d'une certaine façon, c'est-à-dire, disons que déjà à ce moment-là, le soutien de l'Union soviétique est défaillant, et c'est une des raisons de la misère terrible qui règne à ce moment-là à Cuba, parce qu'il n'y a plus le soutien, il y a plus le soutien russe qui alimentait, enfin qui d'abord fournissait en matières premières, en nourriture, en ce qu'on voudra, le Cuba, et qui également assurait la pérennité de son industrie hôtelière. Donc tout d'un coup, il n'y a plus de tourisme, il n'y a plus d'argent, enfin le Cuba n'était plus porté à bout de bras par l'Union soviétique, et simultanément, puisqu'elle n'existait plus, et simultanément, il n'y avait pas un nouveau tourisme pour s'y substituer, qui est venu progressivement. Et ce que raconte le film, c'est justement ce moment de bascule, c'est le moment où justement Cuba, pour survivre, a besoin de reconstituer une industrie du tourisme post-guerre froide, post-soviétique,
pouvoir profiter des infrastructures, attirer les touristes et donc accumuler des devises. Si vous avez encore d'autres questions, sinon on va... Ah voilà, une dernière question. Merci beaucoup. Budget, faut pas me poser ce genre de questions, je sais jamais bien répondre, j'ai peur de vous dire une bêtise, je sais pas. Ça a été très dur à faire. C'est sans doute pas qu'on n'a pas eu besoin de beaucoup agir sur les décors et qu'on a pu donc faire des choses quand même à l'économie et faire des choses qui, dans un autre pays, dans un autre contexte, auraient coûté une fortune. Au fond, on est arrivé à maintenir le film dans un budget très raisonnable, mais ça a été une expérience pour moi assez terrible parce que jusqu'à la veille du tournage, on ne savait pas si on tournait. On était tellement ric-et-rac que les producteurs étaient, c'est peu de le dire, terrorisés à l'idée de se jeter à l'eau. Et ils pensaient vraiment, les uns et les autres, qu'ils se mettaient en grand danger, ce qui était vrai, parce que on n'avait pas la certitude que le film ne serait pas, à un moment donné, arrêté par les Cubains. Ça aurait vraiment pu arriver. Hein. C'est pas un fantasme. C'était très sur le terrain, c'était très concret. Hein. Il y avait vraiment, on a toujours eu le sentiment de travailler sous menace. Et donc, moi, c'est dur pour moi, mais je peux le vivre. Et pour un producteur, c'est terrible, parce que le producteur, il a de l'argent qui est engagé, il doit, etc. Et encore une fois, on était vraiment au millimètre, quoi. Au millimètre, et miraculeusement, le film s'est fait, mais on a eu le feu vert pour le faire 48 heures avant de tourner, quoi, littéralement. Et en plus, il s'est fait avec quand même Penélope Cruz, elle a tout de suite accepté malgré le contexte. Disons que j'ai envie de dire que le film s'est fait grâce à Penélope Cruz. Grâce à Penélope Cruz, disons qu'à un moment donné, la situation était tellement difficile et tout était tellement fragile qu'à un moment donné, je me suis dit, mais au fond, il y a besoin d'une vedette, il y a besoin de quelqu'un, d'une vraie star dans le film pour que le film puisse exister, parce que sinon le film n'existera pas. Et donc je suis allé appeler littéralement Penélope Cruz au secours. Je suis allé la voir dans la banlieue de Madrid où elle habite, et on s'est parlé du film, on s'est parlé du personnage, etc. Et grâce à elle, parce que le personnage lui a plu, parce que le projet lui a plu, parce qu'elle avait sans doute aimé l'un ou l'autre de mes films précédents, le film s'est fait grâce à elle. Elle aurait pu être terrorisée, même elle aurait pu avoir envie, mais être aussi comme le producteur terrorisé à l'idée de s'embarquer dans un film. C'est-à-dire que d'abord depuis qu'elle est des people, etc. Mais enfin depuis qu'elle est maman, elle-même qu'elle a 2 enfants, elle déteste voyager. Elle n'aime pas voyager, elle préfère tourner en Espagne. Donc c'était vraiment un effort sur elle-même de me dire d'accord pour un tournage qui impliquait de rester plusieurs semaines à Cuba. Et la seule chose qu'elle m'a demandé, c'était que toutes ces dates soient réunies, qu'elles soient réunies sur le moins de jours possible et qu'elle puisse arriver, faire ce qu'elle a à faire et repartir. Et son mari est venu, les enfants sont venus, la nounou est venue, le professeur des enfants est venu, enfin, c'était le grand déménagement, mais effectivement, ils sont venus, on les a reçus du mieux qu'on pouvait, et je lui suis infiniment, évidemment, reconnaissant. Si vous voulez, on va aller à la librairie sur la mezzanine où Olivier Assayas va signer quelques catalogues. Merci à tous et ceux qui reviennent à demain. Merci.